Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, on va regarder les exercices de compresseurs axiaux. Donc, on va commencer par l'exercice 5.1. Donc, ici, on nous donne les propriétés de l'air, gamma, R et Cp. Donc, on considère un étage de compresseur axial avec les données suivantes. On nous donne les températures de stagnation à la station 1, vitesse axiale, pression de stagnation, débit massique, ratio de pression de stagnation, RPM, la vitesse tangentielle, donc ça veut dire que l'écoulement est purement axial à l'entrée du compresseur, ce qui fait du sens. Les rayons en bout d'ailette et les rayons à la racine en millimètres. Et on demande alors d'évaluer pour la mi-hauteur de l'ailette les angles de l'écoulement relatif du rotor alpha R1, alpha R2, la puissance requise par le rotor et le rendement de l'étage, le nombre de Mach en vitesse relative à l'entrée du rotor. Donc ici, on nous donne un critère ici de conception. On nous dit que le ratio de VR2 sur VR1 doit être égal à 0,72. OK. Donc, pour y arriver, on va commencer. Donc, juste écrire ici. Donc, on fait 5.1. Donc, on a T01 qui est égal à 256 Kelvin, P01 qui est égal à 54 kPa. On a la vitesse axiale. Donc ça, on avait déjà dit que c'était constant, donc on n'a pas besoin de préciser si c'était à la station 1, 2 ou 3. Donc 150 mètres par seconde. Débit massique, 25 kg par seconde. Ratio des pressions de stagnation, P01 sur P06, est égal à 1,4. Donc, on a le RPM du rotor. Ça, c'est égal à 20 000 RPM. VU, la vitesse tangentielle, 0 mètres par seconde. Donc, ça ici, c'est à l'entrée du rotor, il me semble. VU1, VU1. Donc, le rayon en bout d'ailette à l'entrée du rotor, 0,22 M. Rayon à la racine à l'entrée, 0,11 M. Donc, pour les stations, rappel, je vous incite à regarder le vidéo des rappels de triangle de vitesse, mais station 1, station 2 et station 3. On a le rotor ici et le stator. Donc, à travers le rotor, le fluide va aller plus vite, va accélérer et la pression va augmenter. Et à travers le stator, on ne fait aucun travail et on ralentit le fluide et on augmente la pression. Donc, au final, on essaie d'avoir une vitesse relativement constante de 1 à 3. Donc, on est de 1, ça augmente à 2 et de 2 à 3, ça diminue. Et pour ce qui est de la pression, par contre, elle va augmenter continuellement de 1 à 2 et de 2 à 3. OK. Donc, allons-y avec la question A. Donc, on nous demande de calculer les angles alpha R1 et alpha R2. Donc, on a V avec le rappel du triangle de vitesse dans l'autre vidéo précédente. On avait VU1 qui est égal à U moins V A tangente de alpha R1. Donc, nous, on va isoler alpha R1 ici. Donc, alpha R1 va être égal à tangente moins 1 de U moins V U1 divisé par
VA. C'est bon. Donc, pour U, on va déterminer avec la vitesse de rotation. Donc, c'est oméga fois R moyen. Donc, on veut les propriétés au rayon moyen. Donc, on va faire une moyenne algébrique des rayons. Donc, pour ça, ici, on va avoir 2pi fois 20 000 multiplié par 0,22 plus 0,11 divisé par 2. Et ça va donner 345 mètres par seconde. OK. Donc, avec ça ici, on va être en mesure de trouver alpha R1. Donc, l'angle d'écoulement relatif à la station 1 va être égal à tangente moins 1 de 345,6 moins VU1 ici, c'est 0, divisé par VA, qui est, si on avait dit qu'on pouvait enlever l'indice 1 sur le A, parce que la vitesse A, elle est constante. Donc, VA, et ça, c'était 150. Et ça nous donne 66,5 degrés. Donc, on a notre alpha R1 comme ça. OK. Alpha R2. Bon, alpha R2, cosinus moins 1 de FA2 sur FR2. Donc ça, pour vous en convaincre, vous avez votre vecteur VR 1, vous avez votre vecteur V1 et vous avez votre vecteur V comme ça ici. Et donc, nous, avec le triangle des vitesses, on a alpha R1 ici, on a alpha 1 ici. Donc, on connaît, en fait, on fait le lien entre, voilà, ici c'est pour la station 2, mais on comprend que c'est la même chose à la station 1 et la station 2. Donc, on a le lien entre VR2, VA2 et alpha R2. Et donc, juste pour que ce soit clair, je l'ai dit, mais juste pour que ce soit clair, on a VA qui est égal à VA1 qui est égal à VA2. Donc, c'est ici, le VA2, on considère qu'on le connaît déjà. VR2, il faut utiliser le critère de conception qu'on avait. On nous donnait le ratio des valeurs relatives. Donc, on va tirer profit de cette information-là. Donc, on sait que VR2 va être égal à 0,72 VR1. Parfait. Par contre, on ne connaît pas VR1. Donc, il faut revenir un peu à ce qu'on avait précédemment, VR1, et utiliser la relation, encore une fois, avec le triangle des vitesses. Donc, ça va nous donner VA sur cos alpha R1. Et ça ici, ça fait 150 divisé par cos de 66,5. Et ça va donner 376,2 mètres par seconde. Et là, maintenant, on va être en mesure de trouver VR2. Donc, avec VR2, 0,72 multiplié par 376,2 mètres par seconde. Et donc, ça ici, ça nous donne 270,9 mètres par seconde. Donc, juste pour clarifier, au cas toujours que ce ne soit pas clair, donc on a pris ici dans l'énoncé, on nous donnait le ratio VR2 sur VR1 qui est égal à 0,72. Donc, c'est ici, ce ratio-là, ça vient tout simplement d'un critère de conception préliminaire.
Donc, l'idée dans un compresseur, c'est de réduire la vitesse et d'augmenter la pression en vitesse relative. Tantôt, je disais que la vitesse augmentait dans le rotor, mais c'est parce qu'on parlait de vitesse absolue. Mais ici, en termes de vitesse relative, la vitesse, elle diminue. Donc, l'idée ici, c'est de ralentir la vitesse et d'augmenter la pression. Donc, en théorie, on pourrait déduire que plus le ratio de pression, le ratio de vitesse est faible, à ce moment-là, ça voudrait dire que la pression va augmenter. Mais dans la pratique, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite parce que sinon, l'écoulement va décrocher du rotor et le compresseur va plutôt brasser l'air plutôt que de le comprimer. Donc, dépendamment de l'information qu'on dispose, on peut avoir des critères beaucoup plus précis que tout simplement le ratio des vitesses relatives. Mais bon, ici, dans un contexte de conception préliminaire, on va utiliser ce critère-là qui fait juste référence au nombre de Haller, qui est le ratio des vitesses relatives VR2 sur VR1. OK. Donc, ceci étant dit, on a notre VR2 et là, maintenant qu'on a notre VR2, on peut utiliser alpha R2 comme ça ici, qui est égal à cos moins 1 de notre vitesse axiale qui était de 150 mètres par seconde divisé par VR2 qu'on vient de calculer, 270,9. Et ça ici, 56,4 degrés. Parfait. Quoi d'autre? Donc, je pense que ça complète le A, si on veut juste vérifier. Donc, en A, on nous demande les angles d'écoulement relatifs à 1 par 2, c'est bon. En B, maintenant, la puissance requise par le rotor. Donc, il faut que ça soit clair qu'il y a juste le rotor qui fait du travail. Donc, si on regarde ça en termes de pression de stagnation, donc on a T01 ici, on a T02 ici et on a T03 ici. OK? Et comme il n'y a pas de travail qui est fait au stateur, ça implique quoi? Ça implique que T02 est égal à T03. Donc, ça, c'est super important de s'en rappeler parce que sinon, on va avoir l'impression qu'il nous manque de l'information. Et le T02 va être égal à T01 plus un delta T0. Et ce delta T0-là, il est directement lié au travail fait par le rotor. Donc, l'énergie qui est donnée au rotor va être transférée au fluide et ça va représenter un saut de température de stagnation de T01 à T02. OK. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'en B, on va tout simplement utiliser les équations qu'on a vues en MEC 335 pour faire le calcul de puissance dans un fluide. Donc ici, j'utilise le P ici curviligne pour ne pas le confondre avec la pression pour dire la puissance au compresseur. Donc débit massique fois U fois la vitesse axiale qui multiplie tangente alpha R1 moins tangente alpha R2. Donc, je vous laisse dériver l'équation. C'est quelque chose que vous avez vu en MEC 335. Et ça donne qu'on a déjà tout pour évaluer. Donc, ça fait 25 fois 345,6 tangente de 66,5 moins tangente de 56,4. Et ça va donner une puissance de 1030 kilowatts. 1030 kilowatts. Parfait. Donc, notez, comme je vous disais, la puissance au compresseur est uniquement caractérisée par la variation de l'écoulement entre l'entrée et la sortie du rotor. Donc, ici, il y a moyen de
exprimer la variation de température de stagnation avec la variation de quantité de mouvement angulaire. Donc, les deux sont reliés, bien évidemment. Parfait. Donc, en C, le rendement de l'étage, donc, en C, on a ici H3S moins H01. En fait, je ne sais pas pourquoi ici je parle en enthalpie. Là. On peut directement passer en température. Donc, T03S moins T01 divisé par T03 moins T01. Et pour le rendement, on va avoir besoin de déterminer T03S qu'on ne connaît pas. Donc, T03S, on peut le trouver à partir du ratio de pression qui est donné dans l'énoncé. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il faut trouver une relation isentropique qui va nous permettre d'utiliser le ratio P03 sur P01. Et ça, on sait que c'est égal à T03S sur T01. Le tout exposant à gamma sur gamma moins 1. Et on va pouvoir isoler T03S. Et avec ça, ici, T01, P03 sur P01, exposant gamma moins 1 sur gamma. Parfait. Donc, on peut évaluer T03S. Donc, on connaît déjà notre T01 qui est 256, multiplié par le ratio de pression qui était 1,4. Et on a gamma qui est 1,4. C'est pure coïncidence ici, les deux sont égaux. 1,4 comme ça ici. Et ça nous donne une température 0,3S de 281,8 Kelvin. Donc, ça, c'est bon. Donc, on a T03S. On a besoin de trouver T03. Donc, on a T01. Donc, T03, on a déjà dit que T03 est égal à T02. Parfait. Bon, maintenant, il faut qu'on pose la question T02 est égal à quoi? Donc, pour y arriver, donc on peut tout simplement ici l'équation d'énergie. Donc, on a T02 qui est égal à T01 plus U delta VU. On va juste marquer VU. Ici, on va garder delta VU. Je vais mettre une étape de plus pour clarifier. Delta VU divisé par CP. Donc ici, le delta VU, ça implique qu'on fait VU2 moins VU1. Mais dans notre cas, et ça c'est particulier dans notre cas, on a VU1 qui est égal à 0. OK? Donc ça revient à faire T01 plus U, V, ouais, U et mes V, U, V, U1 divisé par CP. Donc T01 plus U fois VU1 divisé par CP. Parfait. Maintenant, et ici, ouais, il y a un petit typo. C'est VU2. VU2 moins 0, ça fait VU2. Donc, pour trouver VU2, on va utiliser les relations du triangle de vitesse qu'on avait dérivé dans le rappel des triangles de vitesse. Donc, on va utiliser VU2 qui est égal à U moins
VA, tangente de alpha, indice R2. Comme ça. Donc, c'est ici, on peut évaluer. Ça va nous donner 345,6 moins 150, tangente de 56,4. Et ça ici, ça nous donne une valeur de 119,4 mètres par seconde. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut pour venir évaluer T03. OK? Donc, on a dit que T03 est égal à T02. Donc, T03 va être égal à T01 qui ça est 256 plus U qui est 300. Oups. 345,6 fois 119,8 divisé par 1005. Et ça va donner une température T02 de 297,2 Kelvin. Et maintenant, on connaît T01, T03 et T03S. Bon, ça veut dire qu'on a pas mal tout ce qu'il faut pour trouver le rendement. Donc, le rendement de l'étage va être égal à T03S, on avait dit 281,8 moins T01, donc 256, divisé par le T03, 297,2 moins 256. Et ça va te donner un rendement de 0,626. Parfait. Et puis, en D, on nous demandait de calculer le nombre de Mach basé sur les vitesses relatives. Donc, le nombre de Mach basé sur les vitesses relatives. Donc, V R1 divisé par A1. Donc, ici, A1, c'est la vitesse du son à la station 1, donc gamma R T1. Donc, on a T01, mais on n'a pas T1. Donc, T1 va être déterminé avec, encore une fois, les relations isentropiques, les relations de température de stagnation, température statique. Donc, T1 va être égal à T01 moins V1 carré sur 2 CP. Et ici, dans le cas particulier, on avait V1. OK, c'est important. On utilise le Pythagore ici pour faire le lien entre les différentes composantes. VU1 au carré plus VA1 au carré. Donc, dans notre cas ici, on avait 0 plus 150 au carré. Donc, on comprend ici que V1 finit par être 150. Mais c'est juste qu'il faut faire attention de considérer la vitesse tangentielle s'il y en a une. Donc ici, comme le fluide était purement axial, ça simplifie un peu le calcul, mais je le fais au long pour vous donner des bonnes habitudes de résolution. OK. Donc, avec tout ça, on peut venir évaluer T1. Donc, ça fait 256 moins 150 au carré. Le tout divisé par 2 fois 1000
5. Et ça va donner un T1 de 244,8 Kelvin. Et donc ça nous donne une vitesse du son égale à 1,4 fois 287 fois 244,8. Le tout, on prend la racine carrée. Et ça donne 313,6 mètres par seconde. Et maintenant, on peut évaluer le nombre de Mach qui est de 376,2 divisé par 313,6. Voilà. Donc, ça va nous donner 1,2. Donc, ça complète l'exercice. Premier exercice. OK? Donc, est-ce qu'il y avait autre chose à préciser? Non, je pense que c'est pas mal tout. Parfait. Donc, on va refaire un autre exercice après.